Bonjour Pascal Bruckner. Alors, Bonjour Annette. merci d'être là aujourd'hui, non pas dans un studio de RCJ, mais on innove aujourd'hui, urgence sanitaire oblige. Vous êtes chez vous, je suis chez moi. Et essayez de voir si ça marche, le Skype Team. Donc, on prie pour que ça marche. Alors, vous êtes ici pour parler de votre livre qui vient de sortir. Alors, je viens juste de perdre ma fiche chez Grasset, qui s'appelle Un coupable presque parfait, la construction d'un bouc émissaire blanc. Un bouc émissaire blanc. Voilà. Alors, ça rappelle un peu votre livre il y a pas loin de 40 ans, Le sanglot de l'homme blanc. Donc, en 40 ans, les choses ont empiré, semble-t-il. C'est encore pire qu'il y a 40 ans. Et je voulais commencer par la fin, c'est-à-dire spolier la fin de votre livre qui finit plutôt bien parce qu'il pense quand même que l'Europe, la civilisation européenne, la démocratie blanche, quand même est encore ce qu'on a fait de plus créatif et de plus intéressant au monde pour l'instant. Mais vous citez surtout en dernière page une citation de Voltaire, c'est la dernière page de votre livre, je commence par la fin, qui parle du fanatisme et qui dit « Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui est sûr de monter au ciel en vous égorgeant ?» Ça sonne très fort aujourd'hui quand on lit Voltaire. Vous l'avez écrit, donc évidemment, avant l'assassinat de Samuel Paty. Oui, ben, la citation de Voltaire est saisissante de prophétie. Et donc l'égorgement apparemment était déjà une pratique chez les fanatiques à l'époque des guerres de religion entre protestants et catholiques. Avec Samuel Paty, on va un cran au-dessus parce que en France, on a décapité un roi, mais on ne décapite pas les enseignants, parce que décapiter les enseignants, c'est décapiter la République, les fondements même de la cité. Donc, effectivement, c'est pourquoi il faut continuer à enseigner Voltaire, même si les barbus sont contre lui. Et c'est vrai quand même que vous finissez, alors on va revenir sur votre démonstration, mais ça finit quand même bien, il y a un happy end à tout ça. Après, disons qu'il y a un happy end, je pense, dans le combat. Et il n'y a pas, l'histoire n'est jamais heureuse par elle-même. Les hommes ne résolvent les problèmes qu'en se battant pour la solution la meilleure. Et je ne crois pas qu'en capitulant devant les différents chantages auxquels nous sommes soumis, nous avons la moindre chance de réagir à la situation actuelle. Oui, alors d'abord, je veux dire que c'est un livre très courageux et que vous êtes également très courageux. Et donc, je vais montrer comment vous avez répondu à Rokhaya Diallo, qui est une spécialiste de l'agitation médiatique et qui met la race et la couleur dans tout le débat, dans tout ce qu'elle dit. Donc, vous étiez face à elle il y a quelques jours, je viens juste de perdre ça, voilà, face à elle sur Arte, et je vais juste passer quelques secondes de ce débat qui a fait beaucoup de bruit. Voilà. De Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'il pense de vous. Bah écoutez, moi je trouve je vais reprendre un peu. Votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi je les avais dites, notamment je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné avec d'autres la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit entre ce que vous avez parce qu'aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Si, et je l'avais dit. Désolée. Et c'est scandaleux ce que vous dites. Et c'est totalement irrespectueux. Non, c'est pas scandaleux. Je pense tous les gens de Charlie Hebdo. Ben, c'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de quiconque. Vous avez, avec d'autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo. J'ai usé de ma liberté d'expression. Armé le bras des tueurs. J'ai usé de ma liberté. C'est scandaleux. Vous l'avez fait. Les résultats. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer. J'ai dit assumez la responsabilité de vos actes. Je n'ai absolument aucune responsabilité dans aucun attentat terroriste. Contre Charlie Hebdo. Ah, c'est bien. Je suis très content de l'avoir dit. En le revoyant, je me félicite d'avoir dit ça.
Alors, justement, en plus, vous parlez de femmes noires. Et donc là, elle dit, comment est-ce que vous osez parler de moi en me définissant ainsi comme femme noire musulmane, alors que justement, elle ne cesse de se définir par son genre, par sa religion et par sa couleur. Oui, c'est-à-dire qu'elle arbore en permanence, et d'ailleurs Caroline Fourest lui avait déjà rétorqué ça, elle arbore en permanence des privilèges victimaires, c'est-à-dire la panoplie de la victime parfaite, donc femme musulmane et noire, ce qui devrait en quelque sorte la rendre intouchable, inabordable. Et là, j'ai retourné un peu l'accusation et je lui ai dit très clairement qu'effectivement, elle avait abusé de ce pouvoir pour taper sur Charlie Hebdo, mais malheureusement, elle a le droit de détester Charlie et de vouloir qu'on interdise ce journal, mais malheureusement, ça aboutit au massacre que l'on sait, et la mort de Samuel Paty n'est que la continuation de la tuerie des 12 de Charlie. Donc tout cela n'est pas fini, tout cela continue, et maintenant c'est en train de prendre une ampleur quasi mondiale, avec le bannissement de la France par un certain nombre de pays arabo-musulmans. Donc il faut voir jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, ça s'inscrit très bien dans la confrontation entre la Turquie, impérialiste et islamiste, et une partie de l'Europe. Alors, c'est quand même assez impressionnant parce qu'elle évoque sa liberté d'expression et justement interdire la liberté d'expression. Oui, Le ridicule oui, de sa défense, oui, c'est ça qui est cocasse. c'est de dire ma liberté d'expression, quand justement elle interdit la liberté d'expression, parce que tout ça, c'est comme à cause des dessins de Charlie. Ça a commencé comme ça continue, mais ça a commencé à cause des dessins de Charlie Hebdo. Les dessins de Charlie sont un phénomène universel. On peut dire qu'ils ont fait plusieurs fois le tour du monde en provoquant des réactions diverses et plutôt hostiles. Mais d'une part, effectivement, comme vous le dites, Annette, elle proclame sa liberté d'expression pour en priver les autres. Et puis, il faut pas oublier que la liberté d'expression s'arrête où commence l'incitation à la haine. Et là, malheureusement, l'incitation à la haine était directe, et on voit bien que quelques années plus tard, il y en a eu d'autres, hein, après, il y a eu Pascal Boniface et Louis Plenel, de multiples groupes et personnalités ont tapé sur Charlie. Guy Bedos l'avait fait aussi, simplement Guy Bedos, après le massacre, il a dit qu'il était désespéré, qu'il était désolé, qu'il avait juste exprimé un agacement, donc il s'est conduit en être humain. Je n'ai pas entendu d'excuses de la part des indigènes de la République ou des indivisibles. Et Jean-Luc Mélenchon? Et Jean-Luc Mélenchon, bah, lui c'est l'inverse, il a fait un magnifique discours sur la tombe de Charb, parce qu'il est un homme éloquent et intelligent, et depuis quelques années, enfin depuis un an, il s'enlise dans le néo-indigénisme pour des raisons électoralistes et courtise le vote musulman en collant aux partis les plus islamistes. Donc c'est un peu navrant de voir qu'une grande intelligence politique de la gauche s'égare dans l'opportunisme. Alors, ça bascule sur le sujet qui moi, m'intéresse et qui est un vrai problème aujourd'hui, c'est que le nouvel antiracisme consiste à être raciste envers les autres. C'est quand même ça qui est très très grave dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est le dévoiement de ce qui était au départ de l'antiracisme comme effectivement SOS et des gens très bien, et maintenant cet étendard de l'antiracisme sert à attaquer tous les autres, ceux qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas femmes en particulier. Oui, oui, c'est-à-dire qu'après la guerre s'est installé un antiracisme universel qui donc voulait protéger les minorités ou les personnes soumises à des discriminations. Et puis, depuis une vingtaine d'années, est né un antiracisme ethnique ou confessionnel qui ne défend que les gens de son clan. Et malheureusement, cet antiracisme, effectivement, a besoin pour exister d'un bouc émissaire. Et quand on regarde le CRAN, par exemple, le Conseil représentatif des associations noires, le CCIF, Comité contre l'islamophobie en France, la Brigade anti-négrophobie ou la Ligue de défense nationale africaine ou d'autres petits groupuscules, on s'aperçoit qu'ils ont un ennemi commun qui est l'homme blanc et éventuellement la femme blanche, puisque pour les afroféministes, la femme blanche est bien mal
placée, elle est aussi abominable que l'homme blanc, et donc il ne prospère que sur la dénonciation d'une espèce de diable qui serait maudit de par sa simple couleur de peau. Or, cet antiracisme-là, il me rappelle deux choses. Soit la vieille idéologie coloniale, celle de Tintin au Congo, mais qu'on a renversée, c'est-à-dire que là où le blanc était le maître, il est maintenant le mâle, et c'est le noir ou l'arabe ou le mal au sens du mal, sens de M-A-L. voilà, au sens de MAL, soit, alors plus gravement, selon moi, les lois de Nuremberg. C'était les lois de Nuremberg, là aussi, désignaient une incompatibilité radicale entre les Aryens et les Juifs. Et il y a une petite chose qui m'a frappé lors de la manifestation en faveur d'Adama Traoré en juin, au sortir du confinement, devant le palais de justice de Paris. Vous savez que des policiers noirs ont été pris à partie par la foule, qui les ont traités, c'était des Antillais ou des Africains, ils ont été traités de vendus, de traîtres à leur race. Et Sibeth Ndiaye a été aussi excommunié par la Ligue de défense nationale africaine de la communauté africaine en raison de son appartenance au gouvernement d'Emmanuel Macron. Et traître à la race… En tant qu'Africaine. En tant qu'Africaine. Traître à la race, c'est très explicitement ce que les lois de Nuremberg dénoncent lorsqu'un Arien couchait avec une femme juive. Il était traître à sa race. Et je suis très étonné que l'antiracisme retrouve malgré lui les réflexes sémantiques qui étaient ceux du régime national-socialiste. Il y a là comme un petit couac. De la même façon, c'est bien que les Français de je crois qu'un des lieutenants ou un des amis d'Assa Traoré a traité Éric Zemmour de sous-humain, Untermensch, je le traduis en bon allemand. Tout ça nous rappelle des souvenirs un peu désagréables et je suis très étonné que l'antiracisme retombe sur des périodes quand même un peu délicates de l'histoire de l'Europe. Oui, parce que alors là, vous refaites dans votre livre, qui est un livre qu'il faut lire, donc c'est Un coupable de presque parfait. Ah, ça coupe, non, ça y est, toujours là. Non, c'est reparti, c'est bon. Voilà, donc Un coupable de presque parfait, sur cette montée en puissance de la question de la race. Ça part évidemment des États-Unis, parce que c'est un pays raciste encore aujourd'hui, on le sait très bien, et la montée de tous les mouvements Black Lives Matter sur George Floyd, la montée de ces mouvements autour de la question de la race et de la couleur, et vous refaites l'historique de comment ça a commencé. Et donc ça, moi, je trouve ça très intéressant, parce que maintenant, ça arrive ici, bien sûr, même si la question du racisme est beaucoup moins forte en France, parce qu'on n'a pas la même histoire. Oui, l'Amérique est fondée effectivement sur la prééminence d'une race qui ne sont pas les blancs mais les WASP. C'est pas la même chose, hein, les protestants anglo-saxons. Et je montre, en m'appuyant sur les travaux d'une historienne afro-américaine qui s'appelle Neil Irving Painter, à quel point les blancs ne sont devenus blancs qu'au cours des siècles, puisqu'au départ seuls les protestants d'origine anglaise avaient le droit à cette qualification. Et puis, petit à petit, les Irlandais, les Russes, les Ukrainiens, les Italiens, les Juifs sont devenus blancs. Et Bill Clinton lui-même expliquait que dans sa famille, ses grands-parents n'étaient devenus blancs qu'il y a 2 générations, mais qu'auparavant, ils étaient vus comme je crois que c'était des Irlandais. Donc des catholiques, donc des gens qui sortaient de la norme. Et ce qui est vrai pour les blancs l'est encore plus pour les noirs, l'est encore plus pour les hispaniques. Et donc l'Amérique classe spontanément l'humanité en ethnie, selon la couleur de peau, mais aussi selon la croyance, selon la nationalité d'origine. Et chaque classement démographique donne lieu à l'apparition de nouvelles races ou de nouvelles ethnies ou de nouvelles espèces humaines. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui pour la classification des Arabes et des Iraniens, qui souvent recoupent plusieurs cases. Et donc les gens
seront définis par la manière dont ils sont eux-mêmes recensés par le Bureau national du recensement. Et nous n'avons pas du tout en France cette conception-là, même si nous reconnaissons l'existence d'un certain nombre de communautés, nous préférons nous appuyer sur un individu universel que beaucoup dénoncent comme une supercherie, mais cela nous évite, me semble-t-il, de tomber dans les errements nord-américains qui nous horrifient à juste titre quand on vient de France. Oui, alors vous rappelez que la couleur blanche n'existait pas dans l'histoire. Les gens n'étaient pas définis par leur couleur. C'est quand même relativement récent dans l'histoire de l'humanité de définir le noir et le blanc. Oui, c'est-à-dire que je pars d'un documentaire qui est paru sur France Culture sur la sculpture grecque. Et alors, l'archéologue qui a fait le commentaire expliquait que les Grecs étaient racistes parce que, enfin, que les Grecs plutôt ont été utilisés par les racistes parce qu'on a blanchi leur sculpture alors que leur sculpture était polychrome, ce qui est parfaitement exact. C'est ce qu'on voit très bien quand on va dans les temples qui ont été reconstitués. Or, et donc on fait remonter à Athènes l'origine du racisme européen et la volonté de blanchir les Européens au détriment des populations allogènes d'Afrique ou du Moyen-Orient. Or, quand on lit les historiens, les spécialistes de la Grèce antique, ils vous disent que pour les Grecs, la couleur de peau était un accident et non une essence, c'est le mot même d'Aristote, et que ce qui comptait chez les Grecs, ça n'était pas la couleur de la peau, mais le statut social. Et donc, Christian de la Campagne explique par exemple, dans un livre sur le racisme, que les Grecs étaient plutôt basanés et que beaucoup de leurs esclaves étaient blancs, mais que pour eux, ça n'avait aucune importance et que le summum de l'humanité aux yeux des Grecs, c'était les Éthiopiens, parce que la peau foncée rappelait le limon qui était le symbole même de la fécondité, et que les Grecs avaient une très grande admiration pour la civilisation des pharaons. Donc nous plaquons sur le monde d'hier des notions qui sont nées effectivement au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, chez les savants allemands qui ont littéralement créé les conditions scientifiques, avec de gros guillemets, du racisme contemporain, en exaltant non pas la race blanche, mais la race aryenne, c'est-à-dire les Allemands, les Suédois, les Scandinaves, par opposition à des espèces de l'Europe qu'il méprisait, les Alpins qui étaient déjà des gens mélangés, et puis les Méditerranéens coupables de s'être métissés avec des populations soit arabophones, soit venant d'Afrique. Et donc, le racisme moderne, tel qu'il s'est exprimé en Europe et tel qu'il a pu dégénérer ensuite au XXe siècle, est une création de savants allemands, mais dont la réflexion a séduit de très nombreux écrivains anglais et de très nombreux théoriciens nord-américains qui ont repris l'idéologie, ensuite l'idéologie nationale-socialiste qui est aujourd'hui à la base du Ku Klux Klan, de ce qu'il en reste, et de nombreux groupes néo-nazis, puisque vous savez qu'aux États-Unis, vous connaissez l'Amérique mieux que moi, la liberté d'expression étant totale, vous pouvez défiler avec une croix gammée Ouais. et vous ne serez pas interdit de manifestation. Oui. Alors, nous, effectivement, vous et moi qui aimons et connaissons bien l'Amérique, on a vu monter des choses invraisemblables. En effet, en particulier sur les campus américains, la question de la race et la question du sexe deviennent des choses complètement déterminantes et entraînent une censure, que c'est le contraire de la liberté d'expression chère aux États-Unis. C'est qu'au nom ce deviennent des critères qui font qu'une œuvre d'art est toléré ou pas toléré, que quelqu'un est toléré ou pas toléré, qu'il a le droit de s'exprimer ou pas. Il y avait l'exemple d'une femme juive, une jeune femme qui voulait participer aux manifestations de femmes contre Trump quand il a été élu à Washington. Et elle a été refoulée en nom de tu es juive, donc tu soutiens le sionisme, donc dehors, on va dire. C'était caricature absolue de ce mouvement qui est, à mon avis, totalitaire. Oui, c'est-à-dire que le politiquement correct a commencé aux États-Unis dans les années 90. Et je me souviens que mon chairman à New York m'avait dit, quand tu
interviews une étudiante, quand tu reçois un étudiant dans ton bureau, soit tu laisses la porte ouverte, soit tu enregistres. Et tu évites de prendre l'ascenseur seul avec une femme, car c'est propice au quiproquo. Il y a Et déjà donc, 30 ans. hein, Il y a 30 ans. il y a 30 ans, voilà, c'est ça. Et à partir de là, effectivement, sont apparus toutes sortes de mouvements de gauche fondés sur les meilleures choses du monde, le féminisme, l'antiracisme, la liberté, mais qui ont dégénéré, comme vous dites, en mouvement autoritaire et puis totalitaire avec ce qu'on appelle la cancel culture, et la culture de l'annulation, où quiconque n'est pas d'accord avec vous ne mérite même pas qu'on échange avec lui, mais mérite tout simplement d'être rayé des cadres. Et on le voit aux États-Unis, ça atteint un niveau absolument aberrant, mais on l'a vu en France avec au moins deux phénomènes. Enfin, je vais en citer trois. Lorsque Mohamed Sifawi, qui est un militant anti-islamiste très connu, lui-même menacé de mort, veut venir à la Sorbonne il y a 1 an et demi faire un exposé sur le terrorisme, il en est empêché par des sortes de groupuscules anarcho-islamistes ou anarcho-fascistes, je ne sais pas comment les baptiser. Lorsque Sylvia Nagasinski veut aller, je crois, à Bordeaux faire une conférence sur le genre, elle en est empêchée par des militantes féministes extrémistes, et quand François Hollande veut signer un livre, il en est empêché au nom d'idées selon lesquelles il serait un affreux révisionniste ou un ennemi du genre humain ou je ne sais quel prétexte. Donc, c'est ces trois exemples qui prouvent que la culture de l'annulation, la culture de la censure est en train d'arriver en France, portée par des minorités, même des groupuscules très actifs et très violents, qui ne tolèrent pas la moindre contradiction, puisque votre simple existence est déjà une négation de leur vérité à eux. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit effectivement des gens qui, à mon avis, sont extrêmement minoritaires. Ça ne représente pas le peuple français. Mais en même temps, ils sont capables de vous empêcher de parler. Vous et d'autres, ça devient quand même un danger pour, en tout cas pour les intellectuels et pour les universitaires et pour les étudiants. Oui, c'est un danger, c'est pour ça, je pense que Jean-Michel Blanquer a mis les pieds dans le plat lorsque la semaine dernière, il a réitéré ce week-end dans le journal du dimanche, il a dénoncé l'emprise dans les universités de ces groupes minoritaires fondés sur le genre, la race, l'identité, qui veulent imposer leurs lois au détriment de l'enseignement des humanités ou des sciences. Oui, mais Pascal Brunet, il était temps de réagir parce que, comme vous dites, ça fait comme déjà quelques temps que ça monte. C'est venu des États-Unis où c'est beaucoup plus fort, mais là, ça a commencé à effectivement se diffuser dans nos universités avec interdiction de parler à ceux qui ne sont pas ou blacks ou femmes, entre autres, ou musulmans, Et aux lesbiennes, ou lesbiennes. voilà, donc tout ça, effectivement, monte depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et c'est ce qu'on a appelé la dictature des minorités, la tyrannie des petits groupes qui prennent prétexte de leurs différences, ou de leur genre, ou de leur sexe, ou de leur couleur de peau, pour imposer le silence aux autres et nier toute vérité divergente de la leur. Et donc tout ça compose ce qu'on appelle le système intersectionnel, où donc chacun est la somme des oppressions qu'il subit, qui pour moi c'est l'invention d'un pays autoroutier où la voiture est dominante. Donc c'est l'intersection, on est tous l'intersection d'un certain nombre de pouvoirs ou de micro-pouvoirs qui nous oppriment. Comment? D'échangeurs autoroutiers. Oui, d'échangeurs autoroutiers. Mais, et donc, on peut additionner en quelque sorte les malheurs qui nous frappent et se prévaloir de chacun pour interdire la critique. Parce que à l'origine de tout cela, il y a aussi le statut de victime. Si on peut se dire une victime, on échappe à toutes les critiques, puisque vous accusez, c'est en quelque sorte vous blessez encore plus, vous êtes une victime, donc vous êtes intouchable. Et le statut de victime se transmet de père en fils, de mère en fille, de génération en génération, de la même façon que le statut de bourreau se transmet de génération en génération, si bien que si vous êtes français, eh bien vous avez invariablement un statut de colonisateur et d'esclavagiste.
Mais vous parlez également, Pascal Bruckner, des intellectuels blancs, comme vous et moi, qui font dans la culpabilité et qui acceptent de porter sur leur dos l'héritage de l'esclavage et de l'oppression et du colonialisme. Il y a toute une partie de nos intellectuels ici aussi aux États-Unis qui prennent à leur charge cette culpabilité. On s'est mal conduit, donc voilà, c'est maintenant aux autres de parler, quoi. Oui, c'est la phrase de Rosanna Arquette, qui n'est pas une intellectuelle, mais qui est une actrice, disant « J'ai honte d'être née blanche ». Voilà. Or, la haine des Blancs, c'est d'abord une haine des Blancs contre eux-mêmes et de l'élite de la société blanche, surtout aux États-Unis, de la même façon que la haine de soi, c'est le propre d'une certaine intelligentsia de gauche en Europe, au moins depuis Jean-Paul Sartre, mais c'est probablement bien antérieur. Et donc, ce sont des gens qui disent « Notre passé est infâme ». Et nous n'avons plus droit à l'avenir, puisque tant que nous n'aurons pas expié les crimes de nos ancêtres, nous ne pourrons pas regarder les autres hommes dans les yeux. Et alors, bon, est-ce qu'on peut rendre les enfants qui naissent aujourd'hui coupables des crimes de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents? En d'autres termes, devons-nous porter le poids de la colonisation indéfiniment? Devons-nous porter le poids de l'esclavage indéfiniment? D'autant qu'on oublie deux choses dans ce raisonnement. C'est d'une part que l'Europe n'a pas inventé l'esclavage, elle a inventé l'abolition, ce qui me paraît quand même une nuance très importante, bien avant l'Afrique et bien avant les États-Unis. Et puis, lorsqu'on accuse le monde occidental d'avoir pratiqué la traite transatlantique, ce qui est parfaitement vrai, on oublie pudiquement la traite interafricaine et la traite arabo-orientale. Et je rappelle dans mon livre que le Niger n'a aboli l'esclavage qu'en 1999, c'est-à-dire il y a 21 ans, et ne l'a criminalisé qu'en 2003. Donc, et que les structures esclavagistes subsistent dans beaucoup de sociétés. Et autres. Comment? En Mauritanie et en Mauritanie et autres, oui. En Mauritanie, au Soudan, au Tchad, on trouve encore des structures liées à l'esclavage. Donc, mais la rétablir la vérité sur l'esclavage qui effectivement a commencé bien avant la colonisation et bien avant chez les Romains, enfin chez les Grecs, chez les Romains et dans tous les pays pendant très longtemps, il y a toujours eu des captifs pris en esclavage. C'est une tradition qui remonte très loin. Et là, dans votre livre, vous dites oui, mais enfin les seuls qui ont osé l'abolir, c'est justement nous autres occidentaux. oui, voilà, c'est ça. Il y a eu les Quakers qui organisaient dès le XVIIIe siècle ce qu'on appelait le Underground Railway, c'est-à-dire c'est des réseaux d'évasion pour les esclaves du Sud qu'on extradait vers le Canada pour qu'ils puissent échapper à leur chaîne. Et puis, il y a eu de nombreux groupes religieux qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Et je crois que le premier pays qui l'a aboli, c'est le Portugal, sous l'égide du marquis de Pombal. Ensuite, il y a eu le Danemark, l'Angleterre. La France a aboli en 1700, je crois, 94, l'a rétabli avec Napoléon. Ça, évidemment, c'est un héritage très peu glorieux de l'empereur. Et il a ensuite aboli la traite en 1815 et à nouveau l'esclavage avec Victor Schœlcher, dont les statuts ont été renversés cette année en Martinique et en Guadeloupe, sous prétexte s'est battu pour faire passer la loi l'esclavage avait été rétabli par Napoléon. Par Napoléon. Et alors on dit que Schœlcher n'était pas impeccable, mais je crois que malheureusement sa seule faute c'est d'être blanc, d'être français. Et on oublie par exemple que Toussaint Louverture avait lui aussi des esclaves à son service, même s'il a été le grand libérateur de Saint-Domingue et de Haïti contre les troupes de Napoléon. Donc l'idée qu'effectivement l'Europe a inventé l'abolitionnisme beaucoup plus que la servitude est une idée qui est insupportable à un certain nombre de militants. Mais bon, voilà, c'est comme ça. D'autres idées dans votre livre qui seront insupportables à ces militants. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre courageux, parce que vous revenez sur des choses qui semblent indiscutables, comme la colonisation, c'est mal, l'esclavage, c'est la faute des Blancs, etc.
tout ça est plus compliqué que ce que veulent bien dire les gens. Il y a quelque chose qui m'a étonnée, parce que dans votre chapitre qui s'appelle Dans la chaude tradition d'une vieille haine, la vieille haine en l'occurrence c'est l'antisémitisme, qui alors là traverse vraiment tous les siècles, vous parlez d'un numéro de la fameuse revue The Atlantic, qui est plutôt à gauche, qui en 2016 publie un article qui dit « Les Juifs sont-ils blancs ?» Question. Est-ce que ce sont des blancs? Alors, c'est la grande question. C'est la grande question en Amérique. J'avais jamais vu encore ça. Oui, oui, moi non plus, mais en France, on a eu Enzo Traverso qui… Des victimes ou dans les camps des oppresseurs. Derrière cette question-là, il y a dans quel camp se trouve-t-il? Oui, c'est ça, voilà. Et donc en Amérique, le mouvement Black Lives Matter, par exemple, mais déjà avant lui, Malcolm X ou déjà les Nation of Islam de Farrakhan ont accusé les Juifs d'avoir participé à la traite et donc d'être du côté des Blancs. Alors, ils n'avaient pas le droit de participer à la traite. Oui, selon le Code noir. Ben oui. Alors, pour l'extrême droite, les Juifs ne sont pas assez blancs, ou c'est des faux blancs, et pour l'extrême gauche, ils sont trop blancs pour être du côté des opprimés. Et on se retrouve là avec la névrose racialiste nord-américaine, ou même une revue de gauche se demande si les Juifs sont vraiment, vraiment des blancs. S'ils sont des blancs, alors ils sont du côté des oppresseurs et ils doivent s'agenouiller et participer à l'autoflagellation des blancs. Mais s'ils sont des opprimés, alors qui sont-ils? Et la journaliste qui fait cette enquête répond à la fin qu'elle ne sait pas vraiment, qu'elle n'arrive pas à répondre. Ben, forcément, c'est une question absurde. Ils sont incertains. Oui, ils sont incertains, voilà. C'est le statut d'incertitude qui rend les gens fous, qui rend les antisémites, évidemment. Là, on comprend mieux ce côté incertain, soi-disant, les Juifs seraient-ils du côté des opprimés parce qu'ils ne sont pas vraiment blancs, ou sont-ils blancs et oppresseurs? Ça explique le malentendu qui existe en ce moment entre les Juifs et les Noirs, qui repose sur déjà le fait que ils étaient victimes comme les Noirs, mais maintenant ils ne sont plus vraiment victimes parce qu'entre-temps ils ont réussi aux États-Unis, parce que les Noirs n'ont pas vraiment réussi, et ils sont passés dans l'autre camp. Ils sont sortis des ghettos et ils font partie maintenant des oppresseurs. Alors qu'auparavant, du temps des marches des droits civiques, les Juifs et les Noirs marchaient ensemble. Du temps de Martin Luther King, ils marchaient ensemble. Donc ça s'est détérioré à cause de ce changement de statut. Les Juifs seraient devenus blancs et non plus victimes du côté des Noirs. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est vrai aux États-Unis, puisque jusque dans les années, jusqu'à la fin du XXe siècle, les Juifs étaient interdits d'accès à un certain club qui était réservé uniquement à l'élite. La blague des Marx Brothers qui dit un club qui m'accepte. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est exactement la blague de Groucho Marx. Mais en France, le mécanisme a été très bien expliqué par un professeur d'histoire qui s'appelle Enzo Traverso et qui dit jusqu'à la création de l'État d'Israël, jusque dans l'après-guerre, les Juifs étaient les outsiders. Et avec la création de l'État d'Israël, avec l'enrichissement des classes moyennes juives en France, ils sont passés du côté des oppresseurs. Et désormais, pour Enzo Traverso, l'outsider, c'est le noir et l'arabe. Curieusement, pas l'asiatique, parce qu'il me semble pourtant qu'en France, il y a une très forte communauté asiatique qui a été elle aussi colonisée, vietnamienne, laotienne, cambodgienne, mais bon, il n'existe pas. Et donc le juif est passé du côté du bourreau. Lié à la question du sionisme et d'Israël, tout cela donne évidemment à donner 40 ans d'antisionisme frénétique, mais qui, je crois, est en train de rendre l'âme avec les événements qui se passent ces derniers temps, puisqu'Israël est quand même à gagner par chaos contre les voisins qui voulaient l'anéantir. Oui, enfin, il y a aussi, enfin bon, sur la question de l'antisémitisme, il y a un vrai retour à travers cette question donc de la race, un vrai retour, et la concurrence victimaire, la Shoah, on s'en fout. C'était quoi? Vous avez cité un truc absolument horrible dans votre livre, je ne me souviens plus quoi, sur vraiment la Shoah. Ah ben, c'est qui dit les indigènes ont hein, c'est comme
Voilà, donc ils ne vont pas nous bassiner avec leur Shoah alors qu'on en a connu des tas. On peut avoir justement, avec la difficulté d'enseigner la Shoah dans les écoles, on retrouve le même problème. La Oui, Shoah. la Shoah, c'est pas intéressant parce que c'est les Juifs. Voltaire, c'est l'ennemi de Mahomet. Madame Bovary, c'est une femme adultère. Et le plan des basiliques, on s'en fiche parce que c'est une religion d'infidèles. Oui, Donc avec ça, Notre-Dame, oui, c'était sur la reconstruction de Notre-Dame. oui, oui, c'était voilà, c'est un tweet d'une militante de l'UNEF qui dit voilà Notre-Dame, c'est un truc de blanc, du genre c'est pas notre culture. Donc c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle à rire, c'est terrifiant à réaliser. Donc on en revient toujours à la situation actuelle, c'est-à-dire au divorce d'une partie de la population scolaire d'avec les contenus de l'enseignement, puisque justement, depuis le rapport Aubin en 2004, qui a été commandé par Xavier Darcos et Luc Ferry, on sait que l'enseignement de la Shoah, notamment, n'est plus possible dans les écoles, puisque juif égale oppresseur. Et donc, tout ça, c'est soit c'est un mensonge, soit c'est une manière d'opprimer un peu plus les Palestiniens et les peuples musulmans, puisque l'islam prospère, l'islam radical prospère lui aussi sur la rhétorique victimaire. Voilà. Alors, Pascal Brunner, dans votre livre, vous reprenez tout ça sur la question de l'histoire de l'esclavage, sur la question de la colonisation, sur la question de la couleur, de la race. Bon, pour terminer sur l'Amérique en pleine élection, on veut dire dans une semaine, ce sera fait. On verra si c'est Trump qui gagne ou pas. Il y a aussi ce retour de l'homme blanc, c'est-à-dire que l'électorat de Trump il y a 4 ans s'est identifié à cet homme blanc sexiste, désagréable et probablement raciste. Oui, alors oui, je pense que ce qu'on appelle enfin bon, l'espèce instinct de survie, si je peux dire, entre guillemets, de l'homme blanc qui se sent menacé par la montée des minorités aux États-Unis. alors c'est pas l'homme blanc, c'est l'homme blanc pauvre, parce que les élites blanches sur les côtes est et ouest, parfaitement intégrées à la société, sont riches et donc peuvent se permettre d'avoir des idées libérales. Et il y a longtemps que les sociologues et les économistes, dont Angus Deaton, signalaient que la classe ouvrière blanche était en proie au désespoir social, était décimée par le suicide, les opioïdes et la malbouffe. Puisqu'on sait que les États-Unis sont le pays où l'obésité atteint, je crois, 42% de la population, ce qui est absolument monstrueux. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont voté pour Trump parce que Hillary Clinton a commis la grande erreur au moment de sa campagne de renvoyer les électeurs de Trump au panier des pitoyables. Ce qui évidemment a été une faute politique majeure que Biden essaye de ne pas réitérer. Lui, au contraire, de façon plus intelligente, courtise la classe ouvrière blanche parce qu'il sait qu'elle sera décisive dans le vote et que si elle abandonne Trump, il aura une chance d'emporter son adhésion. Mais effectivement, ce sont des gens qui sont accrochés à leur tradition, à leur religion, à leur fusil, à leur mode de vie, qui nous paraît à nous, Français, non seulement archaïque, mais abominable, puisque fondés sur des rituels qui ne sont pas vraiment ceux d'une vieille culture comme la France, mais qui sont célébrés par Donald Trump comme étant l'essence même de l'Amérique. Et donc, on assiste à ce qu'un journaliste afro-américain a appelé le white lash, c'est-à-dire le retour de bâton blanc contre ceux qui veulent les mépriser, à savoir non pas tant les minorités, mais les élites les plus riches et les plus éduquées de la côte Est et de la côte Ouest. Et donc, c'est en réalité, comme souvent en Amérique, on traduit en termes raciaux ce qui est plus une lutte de classe, ou une lutte de milieux sociaux les uns contre les autres, les riches contre les pauvres. Et justement, on va apparaître quelque chose qui va dans le sens inverse, et d'ailleurs, c'est ce que vous souhaitez, c'était une conjonction de lutte dans les manifestations entre des jeunes progressistes de toutes les couleurs et la communauté noire contre les violences policières. Vous voyez, les manifestations sont extrêmement mixtes maintenant et c'est très nouveau. Des femmes, des hommes, des blancs,
des Noirs, des Latinos marchent ensemble, là, comme à Portland par exemple, depuis des mois. Donc ça, Oui, c'est oui. nouveau. Alors c'est nouveau, oui et non, parce que à notre époque, Annette, dans les grandes manifestations des années 70, c'était déjà mixte. Il y avait déjà beaucoup de blancs progressistes. Et après, vous avez vu, et ce que vous décrivez dans votre livre, la montée du côté ethnique, Oui, oui, alors, racial. après, ils se sont dissociés, et c'est vrai que le mouvement noir, après les Black Panthers, après Malcolm X, a dérivé vers une revendication plus différentialiste, en se méfiant des Blancs. Mais là, on retrouve... Appelant à la destruction d'Amérique, du système, du gouvernement, c'était une lutte armée qui s'est terminée évidemment par la mort et la mise en prison du chef. Mais Oui, c'était bien pas un sûr. mouvement de masse. Bien sûr, mais le mouvement la retrouve quelque chose de l'union Oui, à laquelle appellent tous les leaders, puisque c'est la fameuse phrase de Martin Luther King, aux États-Unis, vous ne serez pas jugé sur votre couleur de peau, mais sur votre caractère. Et c'est aussi ce que répétait Barack Obama, nous ne sommes ni latinos, ni noirs, ni blancs, ni asiatiques, nous sommes d'abord les États-Unis d'Amérique. Et c'est cela qu'on avait perdu ces dernières années, qu'on va peut-être retrouver si Joe qu'on avait Biden dans les années est... 60, qu'on avait dans les années 70, on est d'accord. Et puis après, il y a un trou noir où il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de mouvement, ça retombe. Ça retombe parce que c'est les années néolibérales de Reagan où l'économie a prévalu sur le combat pour les droits civiques. Mais effectivement, les exécutions sommaires de militants noirs ou de jeunes gens, de jeunes filles noires par les policiers a réactivé le combat antiraciste qu'avaient mené les militants des droits civiques dans les années 70. Donc c'est nouveau quand même. Oui, c'est une situation nouvelle qui engrange sur les acquis antérieurs et va essayer peut-être de passer à un niveau supérieur. Alors, Pascal Bruckner, je vais terminer cette interview. Je rappelle donc qu'il faut lire votre livre parce que là, on n'a pas le temps de développer. C'est très, très fouillé sur la recherche historique, sur les racines du mal, MAL. Donc, je rappelle le titre, Pascal Bruckner, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Alors maintenant, je vais pouvoir me fâcher avec vous dans 5 minutes, il y a tout un chapitre sur les néo-féministes. Ah oui, je m'étonnais qu'on n'en ait pas parlé, oui. Oui, c'est ça, que je voulais mettre ça à la fin, parce que vous avez écrit un livre qui est, enfin, des passages de votre livre qui sont très, très durs sur le mouvement #MeToo. Moi qui ai fait un livre et un film sur la question, Je sais. je vais quand même vous poser des questions parce que je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec votre description du néo-féminisme et aussi caricaturale, ce que nous venons de dire sur les antiracistes racistes, c'est-à-dire c'est de l'extrémisme, c'est de la dérive. C'est vrai qu'il y a des groupuscules néo-féministes, oui, féministes, qui s'appellent féministes, qui disent qu'il faut en finir avec l'homme, même pas blanc d'ailleurs, mais plutôt blanc, violeur, c'est-à-dire que la culture du viol, votre chapitre s'appelle aussi sur la culture du viol, comme quoi tout acte hétérosexuel de toute façon est une forme de viol. Oui. Grosso modo, il faut en finir avec l'homme blanc hétéro. Ça, c'est vrai, elles disent ça, mais à mon avis, elles sont très minoritaires. C'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec vous. Elles ne représentent pas un grand mouvement. Oui, enfin, c'est-à-dire que l'un des problèmes de MeToo, dont je dis qu'il a eu son utilité et qu'il a évidemment fait bouger les lignes, c'est qu'il vient d'Hollywood. Et donc, ce que lui reprochent par exemple les militantes féministes sud-américaines, c'est qu'il s'opère à partir du moi anglo-saxon narcissique et non pas d'un nous collectif, un nous de combat. Et on voit que dans les aspects les plus spectaculaires des résultats de MeToo, sont des personnalités très connues qui ont été abattues. Bon, Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein, bien sûr, mais aussi Woody Allen, mais aussi... C'est même pas MeToo. Hein. Comment? Jeffrey Epstein, Epstein. oui, non, c'est le FBI.
Ouais. Le FBI, c'est la police. Mais enfin, disons que ça a été englobé dans le tout. Et j'ai le sentiment, moi en tout cas, c'est ma conclusion, c'est que si MeToo a été utile, il paraît aussi dans le monde du cinéma, hein, comme Oui. une sorte de prise de pouvoir par les femmes et les minorités à l'intérieur d'Hollywood. Oui, mais ça a tellement Hollywood parce que les chiffres sont incroyables, des millions et des millions de tweets dont la quasi-totalité ne dénonce pas un individu, là ça peut aussi être des femmes, ne dénonce pas un individu en le nommant, la majorité dit MeToo mais ne nomme pas la personne, à quelques exceptions près, et ça représente des millions de tweets en Espagne, en Corée du Sud, en Amérique latine, et aussi ça reproduit sur d'autres, en Espagne, je sais plus comment ça s'appelle pas MeToo, mais ça s'appelle autre chose, c'est pas grave, ça prend d'autres noms, d'autres formes, et ça dépasse le côté simplement les riches et puissants, comme le patron d'Uber qui tombe, comme la star de télé qui tombe, comme un premier ministre coréen qui tombe. Oui, mais par ailleurs, ça ne représente pas beaucoup de monde. Et si vous prenez MeToo en France, hashtag MeToo en France, ça fait tomber qui? On ne parle pas de Ramadan, qui ne dépend pas de l'histoire de MeToo, c'est complètement autre chose. Mais ça fait tomber très peu de monde par rapport, encore une fois, à des dizaines de milliers de tweets de femmes qui disent voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et par ailleurs, et je termine, et par ailleurs, ce mouvement a pénétré dans le monde du travail, par exemple, où les usines, les entreprises, etc., mettent en place des codes, non pas pour empêcher les relations entre les gens, mais pour dire, voilà, on ne fait pas ceci, on ne passe pas les fesses d'une stagiaire quand elle passe à la photocopieuse ou autre. On veut dire, c'est minimum de civilité dans les relations de travail. Mais ça, c'est un peu la conséquence du féminisme antérieur. Alors, ça l'a peut-être accéléré. Non, ça Et moi, j'ai été élevé accéléré, ça a beaucoup accéléré. Ça a accéléré, mais moi, j'ai été élevé dans cette idée-là, qu'il ne fallait pas forcer le consentement d'une femme et qu'il ne fallait pas non plus se conduire comme un prédateur dans le monde du travail. Chiffre de ce qui s'appelle les gens qui s'expriment, les femmes qui s'expriment, ça n'est pas vraiment été acté dans les mœurs parce que quand une femme dit non, c'est non, ça marche pas. C'est quand une femme dit non, ça veut dire oui. Les gens qu'on a interviewés, ils disent ça. Oh ben non, quand même. Donc c'est un débat qui, à mon avis, n'est pas réglé, mais les chiffres vont plutôt dans le sens de ça a servi à quelque chose. Et ça n'a pas été la chasse aux sorcières atroce que tout le monde prévoyait. Ben, c'est pas ce que disent les hommes qui ont été accusés à tort. Là, je parle dans le livre du cas de Philippe Caubert, qui a été accusé par une femme d'avoir tué des prostituées, de les avoir cachées sous son plancher, d'Ibrahim Malouf. La vérité a été rétablie, heureusement. Oui, mais vous savez très bien que il y a des excès, on est d'accord, il y a des excès, mais pas dans beaucoup. la délation, une fois que vous avez été nommé, le soupçon reste. C'est-à-dire que si vous êtes innocenté, on dira que vous avez bénéficié de complicité de haut niveau. Et j'ai une de mes anciennes étudiantes. Il y a combien de personnes qui ont été ainsi accusées? Très peu en France. Je parle de la France et je peux parler d'ailleurs, mais très peu. Écoutez, là, récemment, il y a un chef japonais qui s'est suicidé parce qu'on l'accusait à tort. Et il est défendu par une avocate qui se trouvait être mon ancienne étudiante, Marie Burgeburu, et qui dénonce très violemment la confusion. Comment? Il a défendu aussi le Éric Brion qui a été accusé. Éric Brion, voilà, et qui dénonce la confusion entre justice et délation. Je crois qu'elle a raison. Si ce mouvement doit s'inscrire et prendre de l'ampleur, il doit, me semble-t-il, rester dans les principes de l'état de droit. On a le droit de critiquer la justice qui est trop lente, qui est trop partiale, qui manque de moyens, mais la justice en ligne, fusil à bout portant, est, à mon avis, aussi dangereuse que le lynchage. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner les noms. C'est pour ça que c'est important que la plupart des cas révélés par les femmes qui écrivaient un hashtag MeToo, c'était anonyme au sens, c'est pas qu'elles étaient anonymes elles, mais qu'elles ne dénonçaient pas un individu. La plupart, hein, c'est statistique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des choses, probablement des erreurs, et il n'y a aucun doute là-dessus, comme tout ce type de mouvement. Oui, si on prend simplement le cas de Woody Allen, qui a été accusé par son ex-femme
un de ses fils, mais blanchi par la justice et par un autre de ses fils. MeToo, c'était bien avant MeToo. C'est bien avant MeToo, mais ça s'est accéléré, puisque c'est un de ses fils qui est le fondateur de MeToo. Aujourd'hui, Woody Allen ne peut pratiquement plus tourner aux États-Unis et il est considéré par beaucoup de gens comme étant un pédophile. Donc, cette espèce cette histoire n'a pas du tout été créée et initiée par ce mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a démarré effectivement autour de Harvey Weinstein à Hollywood. C'est vrai, l'histoire de Polanski existait bien avant MeToo. Ça, c'est vrai, mais bon, ils ont été entraînés par le torrent, si j'ose dire. Ils sont aujourd'hui condamnés. Polanski bien plus gravement que Woody Allen. Donc, ce sont des gens qui figurent un peu comme les monstres par excellence. Et je trouve qu'il faut être très prudent quand on dénonce une personnalité, de ne pas mettre sur son dos tous les crimes de la terre, parce que… Mais dans les deux cas, il y a eu des procédures, des enquêtes de la justice, des procès. Je veux dire, Woody Allen a été innocenté. Polanski a été quand même, je voudrais rappeler, comme la nuit des Césars, où des militantes féministes ont explicitement crié qu'il fallait gazer Polanski. C'est un peu embarrassant quand on connaît le passé de Roman Polanski. Quoi qu'on pense de lui par ailleurs, c'est un tout petit peu désagréable pour rester dans l'euphémisme. Alors là, on revient effectivement à la conjonction de vieille haine, quand les mouvements sont basés sur la haine. C'est simple. Je veux dire, c'est des mouvements qui sont non pas pour l'égalité et la justice, mais pour la haine. Donc ça donne ça. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Alors, donc, j'espère que on va pouvoir continuer ces discussions, mais pas maintenant. Et donc, je rappelle votre livre, Pascal Baudelaire, encore une fois, qui vient de sortir, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Alors, je dis encore une fois, c'est un livre très courageux parce que ça va à l'encontre de cette espèce de montée d'intolérance. C'est contre l'intolérance. Et donc, on espère quand même que vous allez dans le sens de l'histoire et que les autres vont dans le sens de la préhistoire. Eh bien, j'espère. Merci beaucoup, Annette. Merci à vous. Pascal. Merci bien.